Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les sommaires. La République démocratique du Congo va accueillir le premier sommet sur les 3 forêts tropicales du monde à la fin de ce mois d'août, une annonce faite par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du sommet à Amazonie au Brésil. La situation des abus sexuels en RDC, réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour lutter et aider les victimes a été au centre des échanges entre la ministre du Genre, Famille et Enfants et la sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. Le jeune autochtone, agent du changement pour l'autonomisation est le thème de la célébration de la Journée internationale du peuple autochtone de ce mercredi 9 août 2023. Bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au sommet sur le bassin d'Amazonie qui est tenu au Brésil. Et c'est où est sortie l'annonce selon laquelle la République démocratique du Congo va accueillir le premier sommet sur les 3 forêts tropicales du monde à la fin de ce mois d'août. Considéré comme la porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde, Belém a accueilli du 8 au 9 août courant les sommets des chefs d'État de 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname ainsi que le Venezuela. Invité par son homologue du Brésil, Luiz Lula da Silva, le président de la République, Félix Tshisekedi a participé à ces assises de 2 jours, d'où est sortie l'annonce selon laquelle, d'ici fin août, Kinshasa accueillera son premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales du monde. Annonce faite par le ministre indonésien des Investissements et Affaires maritimes au terme d'un entretien avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces assises vont réunir autour du chef de l'État congolais, le président Lula da Silva du Brésil pour les comptes du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo pour les comptes du bassin de Bornéo, Mekong. Les 3G climatiques attendent aussi réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Ces sommets de Kinshasa va mettre en lumière le bassin du Congo dont plus de 60% couvrent les territoires nationaux de la RDC. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a inspecté les travaux de réhabilitation de construction des écoles au camp Lufungula et aux forces navales. Une joie immense des élèves, parents et enseignants, remerciant le président de la République Félix Tshisekedi à l'arrivée du ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi pour inspecter les travaux de réhabilitation de l'école primaire Lufungula au camp de policiers portant le même nom et de l'Institut Félix Antoine Tshisekedi au camp Force Navale dans le quartier Kingabwa, commune de Limete. Ici, il n'y a pas de réhabilitation, pas de renforcement, il y a la construction ici. Parce qu'il n'y avait pas d'école ici à l'intérieur. Nous partons du néant, on est parti vraiment de la fondation, on a creusé et on est en train d'évoluer. Le professeur Tony Mwaba Kazadi répond ainsi aux cris d'alarme des enfants et femmes des policiers et militaires qui s'étaient rendus à son cabinet au mois de janvier dernier pour déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles les élèves étudiaient dans ces établissements. Voilà pourquoi il avait ordonné à la Direction nationale de la maintenance, gestion et réhabilitation des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST de passer à l'action, et dans l'urgence, sur instruction du président de la République. Sur fonds propres, et grâce aux frais de fonctionnement alloués à cette direction, un bâtiment est en train de sortir des terres. Au camp Force Navale, un bâtiment des 6 salles de classe, un autre administratif et des latrines modernes dont les travaux sont presque terminés pour accueillir les enfants des militaires et ceux des environs. Ça, c'est le résultat des frais de fonctionnement
que nous accordons à la direction des infrastructures scolaires du ministère. Nous sommes au camp Force Navale. Tous les enfants des militaires ici n'avaient pas une école moderne. Et les cris d'alarme également remontés au niveau de la présidence et le chef de l'État instruit pour que toutes les dispositions soient prises pour que dans ces camps, qu'il y ait une école moderne. De même, l'école en état de délabrement très avancé du camp Lufungula, où enseignants et élèves avaient difficile d'accéder, va également recevoir les élèves un peu plus tard, au mois d'octobre. Au mois de janvier 2023, si vous regardez les images, vous verrez qu'elle ressemblait à tout sauf à une école. Et les cris d'alarme de tous les dépendants des policiers qui habitent ici sont arrivés aux oreilles du président de la République qui a donné des instructions fermes pour que cette école soit très rapidement réhabilitée. Et sous la supervision du Premier ministre, nous avons commencé les travaux, comme vous constatez là. Les travaux sont en train de se poursuivre. Malheureusement, ce bâtiment ne sera pas prêt avant le 4 septembre prochain pour la rentrée. Mais d'après ceux qui travaillent sur le terrain, ça sera possible mi-octobre. Les élèves qui ont été déployés dans les écoles environnantes après sa réhabilitation par la même direction et les travaux ont également beaucoup évolué. En tout cas, papa nazali esengo na makasi po bana na biso banyokwami bazaka na kotanga mosika bana bele bazokufa mais leo tokomona ekole kati ya ka Force Navale tozala esengo. Une réalisation qui s'ajoute à plusieurs autres dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves prônée par le président de la République. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, assisté de ses deux vice-présidents, ont échangé mardi 8 août avec une délégation de députés allemands sur le préparatif des élections présidentielles, législatives et locales prévues le 20 décembre prochain. Reportage. En visite officielle à Kinshasa du 7 au 10 août 2023, ces groupes de parlementaires allemands, accompagnés entre autres de Jacob Kerstin, représentant résident de la fondation Konrad Adenauer, appuient l'information de l'évaluation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Occasion pour sa porte-parole d'indiquer que l'Allemagne suit de très près le préparatif de ses futures échéances électorales. La fondation Konrad Adenauer est un laboratoire d'idées allemand associé à l'Union chrétienne des démocrates, alliance CDU en cycle, fondée en 1955 par Bruno Herk. La fondation a un siège près de Bonn et à Berlin, avec comme objectif la promotion de la liberté, de la paix, de la justice pour favoriser l'approfondissement de la coopération au développement. Toujours à la Commission électorale nationale indépendante, le président de cette entité électorale s'est entretenu avec une délégation de la Voix de leadership de femmes financée par l'ambassade du Canada. Cette voix a pour objectif de faire progresser l'égalité entre sexes en République démocratique du Congo. Junette Fika. Une délégation de voix et leadership de femmes en République démocratique du Congo, conduite par la présidente de son conseil d'administration Marie-Madeleine Kalala, ont été reçues par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi. La plus haute hiérarchie de la centrale électorale a prêté une oreille attentive aux différentes questions soulevées par les composantes de cette structure, en y emportant les réponses appropriées, avant de les encourager à plaider pour une présence plus accrue des femmes dans les partis politiques, ce qui, selon lui, constitue un avantage pour les formations politiques, notamment sur le plan de la loi électorale. La voix et leadership de femmes vise à accroître la jouissance de droits fondamentaux des femmes et de filles et à faire également progresser l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo.
La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibumoloko, a eu ce mercredi 9 août des échanges fructueux avec Jean France, sous-secrétaire général des Nations Unies, défenseur de droits de victimes. Au menu de leur échange, la situation des abus sexuels en RDC et réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour lutter et aider les victimes. Jean France et consorts est venu rencontrer la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibumoloko, en sa qualité de sous-secrétaire général des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. Devant la presse, Jean France a indiqué qu'un rapport intitulé « Dispositions spéciales visant à prévenir les exploitations et les attentes sexuelles » est mis en place pour lutter contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Came to meet the minister, I came to meet her chief of staff and other people working with her to describe what I do, working with victims of sexual exploitation and abuse. And to see where we could work together. Dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble. And it was an excellent discussion. Des discussions, des échanges très excellents. And the emphasis was on the empowerment of the victims and survivors of sexual and gender-based violence. Violence basée sur le genre. Very well, it was an excellent discussion. Excellent, cordial, des échanges très cordial. And very substantive. Et assez riche et dense. And with good results that we are thinking of ways of working in Goma together on follow-up to the work that the support victims have been receiving. Comment les victimes ont eu le soutien. Jean France est une Australienne qui a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, depuis le 23 août 2017 en qualité de la première défenseur des droits des victimes pour les Nations Unies. En Ituri, une attaque attribuée aux miliciens de la Codeco contre l'hôpital et les sites de déplacés des Drodro dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, a été déjouée par les casques bleus de la MONUSCO. Le milicien de la Codeco avait assigné l'hôpital des Drodro à Djougou dans la province de l'Ituri, proche du site où sont installés de milliers de déplacés. À l'acte, le casque bleu de la MONUSCO se sont immédiatement déplacés, se sont immédiatement déployés sur place pour stopper l'avancée de ces hommes armés. Ces forces de la MONUSCO ont tiré plusieurs coups de feu qui ont mis en déroule ces assaillants qui ont tenté de résister en repliquant par des tirs noué, rapporte la radio de la MONUSCO. Plusieurs milliers de déplacés du site des Drodro et de certains des humanitaires ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO face à la menace de ces groupes armés. En vue d'écarter toute menace de ces groupes armés. En revanche, ces sources de la mission onusienne précisent qu'il y a environ 1500 déplacés des Drodro ont passé la nuit à la base de la MONUSCO. Ils ont regagné leur camp ce matin. Certains humanitaires qui travaillent dans la zone ont également retrouvé refuge au camp de la MONUSCO. Ces casques bleus ont évacué le blessé de l'attaque des Lungu à l'hôpital des Drodro pour de soins médicaux. Pour le moment, le calme est revenu dans cette localité, mais la tension ne paraît tomber en raison de la présence de ces miliciens de la Codeco dans la région. Comme chaque 9 août, les Nations Unies célèbrent la journée internationale de peuples autochtones. Il s'agit aussi de célébrer 350 000 personnes qui ont réclamé en vous depuis plusieurs dizaines d'années la reconnaissance de leur existence. Les violations des droits des peuples autochtones du monde entier sont devenues un problème persistant, parfois en raison d'un fardeau historique lié à la colonisation, parfois en raison du constat avec une société en constante évolution. En réponse à ces problèmes, le 9 août de chaque année, le peuple autochtone ont les droits de prendre leurs propres décisions et de le mettre en œuvre de manière significative et culturellement appropriée. Par exemple, le jeune autochtone exploite les technologies de pointe et développement de nouvelles compétences pour proposer des solutions et contribuer à un avenir plus durable et pacifique pour nos peuples et notre planète. Mais leur avenir dépend aussi des décisions qui sont prises aujourd'hui. Leur présentation et leur participation aux efforts mondiaux
d'atténuation du changement climatique, des consolidations de la paix et des coopérations numériques sont essentielles à la mise en œuvre effective de leurs droits en tant qu'autochtones. Cette journée est célébrée sous les thèmes « Les jeunes autochtones agents du changement pour l'autodétermination » réaffirme les rôles que les jeunes autochtones doivent occuper dans la prise des décisions tout en reconnaissant leurs efforts dévoués dans l'action climatique, la recherche de la justice pour leur peuple et la création d'un lien intergénération qui maintient leur culture, leurs traditions et leurs contributions vivantes. Et en dehors de nos frontières, la Banque mondiale ne financera plus de nouveau le projet en Ouganda à la suite de la promulgation en mai de la loi des anti-homosexuels en 2023, considérée comme une des plus répressives au monde. L'Ouganda devra se passer de l'aide financière de la Banque mondiale. L'institution internationale a annoncé suspendre l'octroi de nouveaux prêts au gouvernement ougandais après la promulgation en mai dernier de la loi anti-LGBTQ. Dans un communiqué publié mardi, la Banque mondiale a justifié cette décision en précisant que la loi, considérée comme l'une des plus répressives au monde, allait fondamentalement à l'encontre des valeurs de l'institution. Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale qui a pris ses fonctions en juin, a subi des pressions pour réagir à la loi ougandaise. Le 15 juin, 170 groupes civiques l'ont exhorté à prendre des mesures spécifiques, concrètes et opportunes en réponse à cette loi, notamment en suspendant tout prêt actuel et à venir. Le pays d'Afrique de l'Est a réagi en qualifiant cette décision d'injuste et d'hypocrite. Rappelons-le, qu'en dépit des menaces de sanctions brandies par certains pays occidentaux peu après la promulgation de la loi, le président ougandais Yoweri Museveni avait assuré, je cite, « Personne ne nous fera bouger ». La loi baptisée Anti-homosexualité 2023 prévoit de lourdes peines allant jusqu'à la peine de mort pour toute personne ayant des relations homosexuelles. Ce journal est terminé, mais bien avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. La République démocratique du Congo va accueillir le premier sommet sur les 3 forêts tropicales du monde à la fin de ce mois d'août, une annonce faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du sommet Amazonie au Brésil. La situation des abus sexuels en RDC et réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour lutter et aider les victimes était au centre des échanges entre la ministre du Genre, Famille et Enfants et la sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. Le jeune autochtone agent du changement pour l'autonomisation est le thème de la célébration de la journée internationale de peuples autochtones ce mercredi 9 août 2023. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Paix et bonheur dans vos familles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.